Et si l'exil cessait d'être un havre pour les chefs d'État déchus au Sahel? L'histoire du Sahel, ces dernières décennies, a souvent pris la forme d'un théâtre de l'ombre, où les chefs d'État renversés disparaissaient derrière le rideau de l'exil, laissant croire à une paix retrouvée. Mais aujourd'hui, ce scénario vacille. L'exemple de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de transition du Burkina Faso, bouleverse toutes les règles du jeu et force la région à s'interroger. Jusqu'où l'exil peut-il encore protéger les puissants tombés en disgrâce? Pendant plus d'une année, Damiba avait disparu des radars. Aux yeux du grand public, il semblait s'être effacé, relégué à l'ombre comme tant d'autres avant lui. Mais son arrestation soudaine au Togo, suivie de son expulsion, a fait basculer la région dans l'incertitude. Ce geste, abrupt et sans précédent depuis plusieurs décennies, a ravivé d'innombrables questions sur l'équilibre du pouvoir au Sahel. Ce n'est plus seulement une question de rivalité politique. Pour Ouagadougou, Damiba incarne désormais une menace directe, accusée de complot, de collusion avec des officiers dissidents et de tentatives de subversion contre l'État. Les soupçons sont lourds, les enjeux colossaux. Jamais auparavant la figure de l'exilé n'avait été aussi intimement liée à la menace d'une déstabilisation imminente. Derrière cette réponse musclée, on retrouve la volonté inflexible du capitaine Ibrahim Traoré. Son message à la région est clair. Nul n'échappera à la justice, même en exil. Désormais, la souveraineté passe avant toute considération d'asile ou de tradition. Il s'agit d'un véritable basculement doctrinal, qui rompt avec un siècle d'arrangements implicites entre pays africains. L'affaire Damiba ne concerne pas qu'un seul homme. C'est la stabilité du Burkina Faso, la sécurité du Sahel tout entier et la survie même de l'ordre établi qui vacille. Le principe d'impunité s'effondre et la légitimité du pouvoir se joue dans chaque décision tranchée. À l'image des dominos, une pièce tombée menace d'entraîner tout l'édifice avec elle. Comment ce basculement s'est-il opéré? Et pourquoi ce moment marque-t-il un tournant décisif pour l'avenir du Sahel? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir sur la trajectoire de Damiba et les tensions qui n'ont cessé de croître en coulisses. Car son arrestation n'est que la partie émergée d'un bouleversement bien plus vaste. Pour saisir l'ampleur de cette crise, comparons-la à d'autres cas historiques. Mobutu Sese Seko, l'ancien président du Zaïre, s'était réfugié au Maroc après sa chute en 1997, sans jamais inquiéter les autorités marocaines. De même, Hissène Habré, ex-président du Tchad, avait trouvé asile au Sénégal pendant des décennies avant d'être finalement jugé, mais jamais expulsé dans l'urgence. L'affaire Damiba tranche donc radicalement avec ses précédents. Tout commence par une promesse, sauver la nation, restaurer l'espoir. Puis, très vite, l'amertume de la désillusion. En janvier 2022, le Burkina Faso chancelle. Les attaques djihadistes frappent sans relâche, l'État perd pied dans de vastes régions, et la confiance envers le pouvoir civil s'estompe. Au cœur de ce chaos, une figure se détache. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Officier supérieur, il prend le pouvoir avec ses hommes. Pour beaucoup, il devient l'incarnation d'un espoir désespéré. Un militaire méthodique, discipliné, qui jure de ramener la sécurité et la dignité nationale. Ce n'est pas un coup d'État ordinaire. Damiba parle de mission de sauvetage. Il promet l'ordre, la reconquête, la réconciliation. Pendant quelques semaines, le peuple et l'armée veulent croire à ce nouveau départ, à la force d'un leadership militaire là où les civils ont échoué. Cette dynamique rappelle l'arrivée de Jerry Rawlings au Ghana en 1981, lorsqu'il promettait également de restaurer la dignité et de combattre la corruption. Mais la réalité est impitoyable. Les attaques s'aggravent, les civils continuent de tomber, la peur se répand. Sur le terrain, les soldats dénoncent le manque d'équipement, l'absence de directives claires. Damiba, de plus en plus distant des combats, s'enferme dans les palais, les négociations, et surtout, il se rapproche trop de la France. Dans une région où la méfiance envers les puissances étrangères explose, cette proximité devient un fardeau. Les critiques fusent, Damiba n'écoute pas ses hommes, il tergiverse, il attend. Sa promesse de sécurité s'effondre, l'impatience enfle dans les rangs.
Les jeunes officiers, confrontés chaque jour à la guerre, voient leurs frères d'armes tomber et accusent le haut commandement d'inaction. L'armée, qui avait porté Damiba, se retourne désormais contre lui. Il incarne soudain l'indécision, l'échec et la continuité d'un système rejeté. Pour illustrer la rapidité de la désillusion, rappelons l'épisode de la base de Seitenga en juin 2022. Plus de 100 civils furent massacrés en une seule nuit, malgré les promesses de sécurité. Les familles endeuillées, les villages abandonnés, la colère dans les rues de Ouagadougou, tout cela s'est cristallisé en défiance contre Damiba. En septembre 2022, la rupture est brutale. Un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, prend la tête d'un nouveau putsch. Il reproche à Damiba son inertie, son incapacité à réagir face à l'urgence. L'éviction est rapide, presque silencieuse, sans résistance ni mobilisation populaire. Damiba, lâché par les siens, trouve refuge au Togo. Celui qui symbolisait l'espoir devient un exilé, discrédité, effacé par sa propre institution. Ce renversement va bien au-delà d'un simple échec personnel. Il révèle le prix exorbitant de l'indécision au sommet de l'État. La perte du pouvoir, la défiance de l'armée et la fragilisation nationale. Au Burkina Faso, l'hésitation ne tue pas seulement un homme, elle menace la souveraineté et la stabilité de tout un peuple. Damiba, évincé et exilé, semble écarté du jeu. Mais dans le Sahel, perdre le pouvoir n'a jamais signifié disparaître. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'exil. Un nouveau chapitre s'ouvre où la rupture avec les anciennes pratiques va bouleverser l'équilibre du pouvoir. Pour comprendre cette dynamique, rappelons que l'exil a servi, dans de nombreux cas africains, de tremplin pour des retours fracassants. Charles Taylor, par exemple, avait orchestré sa prise de pouvoir au Libéria depuis la Côte d'Ivoire, et Laurent Gbagbo, après son acquittement à la CPI, a tenté un retour politique en Côte d'Ivoire. L'exil n'est plus un refuge silencieux. Il devient un champ de bataille caché où se rejouent les destins, bien loin des regards officiels. Les réseaux sociaux, les applications cryptées, les soutiens diasporiques permettent de maintenir une influence souterraine. Le cas de Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, mais toujours soupçonné de manigance à distance, illustre cette réalité. Au Sahel, l'exil politique a longtemps ressemblé à une parenthèse. Un ancien chef d'État quittait le pays, disparaissait de la scène, espérant que l'oubli ferait son œuvre. Mais les fantômes du passé burkinabé dessinent un tout autre tableau. Ici, l'exil a souvent servi de laboratoire pour fomenter des retours spectaculaires et des coups d'État éclatants, orchestrés depuis l'ombre de terres étrangères. Désormais, ce scénario s'incarne dans la figure de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les autorités actuelles ne voient plus en lui un simple exilé, mais un stratège de l'instabilité. Selon le gouvernement, Damiba aurait cherché à manipuler la fragilité de l'armée, à rallumer la dissidence et à exploiter la crise sécuritaire pour ouvrir une brèche dans la défense du régime. Il n'est plus absent. Il devient une menace palpable, tissant depuis l'étranger les fils de l'incertitude. Les preuves ne manquent pas. À travers le pays, des confessions télévisées d'anciens alliés désignent Damiba comme le cerveau d'opérations clandestines. Le message, martelé par les médias officiels, est sans équivoque. Tant que l'ex-président reste libre, la promesse de stabilité demeure hors d'atteinte. La peur d'un retour imprévu, d'une fracture orchestrée depuis l'extérieur, hante l'esprit collectif. Les rumeurs circulent dans les marchés, dans les casernes, jusque dans les écoles. Et si demain, tout recommençait? Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la patience a atteint ses limites. Maintenir Damiba en liberté, c'est risquer une fissure mortelle dans la sécurité nationale. C'est offrir un tremplin à la désintégration de l'armée, accroître la méfiance d'une population déjà ébranlée par l'insécurité et la fragilité des institutions. Au lieu d'apaiser, l'exil devient le point de départ d'une guerre latente où chaque frontière, chaque compromis peut s'effondrer en un instant. L'étau se resserre autour des exilés politiques. Une question brûlante s'impose désormais. Le Burkina Faso saura-t-il neutraliser cette menace diffuse sans sacrifier la légitimité et l'équilibre de tout l'État? Pour répondre, il faut mesurer les risques. La traque des exilés peut provoquer des représailles,
pousser certains officiers à la clandestinité, ou même inciter des puissances étrangères à intervenir discrètement. L'heure de la neutralisation approche, et chaque décision du régime portera la marque d'une rupture irréversible. Mais jusqu'où pourra-t-il aller sans franchir la ligne rouge de l'arbitraire? Quand l'exil devient perçu comme un péril pour le pays d'accueil, la solidarité régionale prend le dessus sur la tradition diplomatique. On l'a vu lors de la crise gambienne en 2017. Yahya Jammeh, l'ancien président, a dû quitter son pays sous la pression de la CEDEAO, mais a été accueilli en Guinée équatoriale avec des garanties d'immunité. Le cas d'Amiba marque une évolution notable. Le Togo, longtemps refuge discret pour les anciens chefs d'État évincés, a cédé sans hésiter à la pression régionale. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a été expulsé en silence, sans déclaration, sans cérémonie. Ce geste brusque rompt avec la coutume qui voulait que l'exil garantisse l'impunité aux dirigeants africains déchus. Derrière cette décision se profile une nouvelle doctrine sécuritaire. Aucun sanctuaire ne sera toléré pour ceux soupçonnés de vouloir déstabiliser la région. Les frontières, autrefois passages et refuges, se transforment en lignes de défense active. La sécurité nationale supplante désormais les usages diplomatiques classiques. Ce resserrement sécuritaire se manifeste, par exemple, dans la multiplication des sommets régionaux sur la lutte contre le terrorisme et la circulation des armes, où chaque chef d'État réaffirme sa volonté de contrôler l'exil politique. Le choix du Togo n'est pas anodin. Il incarne la volonté de rompre avec la complaisance régionale envers les fauteurs de troubles. Désormais, chaque pays du Sahel resserre les rangs, conscient que la moindre faille expose toute la région à la fragmentation et à la violence. On se souvient de la Côte d'Ivoire, qui avait longtemps servi de base arrière pour les rébellions burkinabè et maliennes. Aujourd'hui, ce genre de tolérance n'est plus envisageable. Ce mouvement se cristallise dans l'Alliance des États du Sahel. Plus qu'un slogan, l'AES devient une réponse concrète face aux menaces internes et externes. Surveillance, échange d'informations, expulsions éclairs. La coopération régionale s'intensifie et met fin à une époque où l'impunité profitait aux instigateurs de coups d'État. Les réunions secrètes entre services de renseignement deviennent la norme, et chaque expulsion est saluée comme une victoire sur la déstabilisation. Mais ce resserrement sécuritaire n'est pas sans péril. Rompre avec l'impunité régionale, c'est aussi risquer un durcissement politique, voir le débat s'effacer devant l'urgence sécuritaire. Beaucoup de dirigeants sahéliens y voient pourtant le prix à payer pour préserver la souveraineté, après des années de troubles et d'ingérence. Mais les sociétés civiles s'inquiètent. Le silence imposé aux opposants pourrait-il un jour se retourner contre les peuples eux-mêmes? La question demeure: assistons-nous à la naissance d'une souveraineté réelle ou à l'avènement d'un autoritarisme renforcé sous prétexte de survie nationale? Mais les lignes de fracture ne s'arrêtent pas là. Loin des projecteurs, d'autres forces entrent en jeu, prêtes à tester la solidité de cette nouvelle doctrine. Les groupes armés, les trafiquants, les réseaux diasporiques guettent la moindre faille pour s'y engouffrer. Dans certaines régions, l'absence de dialogue politique nourrit la radicalisation et le repli identitaire. Choisir la souveraineté, c'est accepter de tout risquer. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a franchi un cap inédit. Rupture totale avec la France, retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et retour de la peine de mort en cas de trahison. Ces actes ne relèvent pas du symbole. Ils sont posés comme des défis pour affirmer une indépendance sans concession face aux pressions extérieures et aux menaces internes. Mais chaque conquête a un prix. L'aide internationale, déjà maigre, se fait encore plus rare. Les partenaires traditionnels ferment la porte ou exigent des garanties impossibles. L'économie vacille, flambée des prix, manque de produits essentiels, chute brutale des investissements étrangers. Le Burkina Faso paie au comptant son isolement. Dans les marchés de Ouagadougou, le prix du sac de riz a doublé en moins de 2 ans et de nombreux entrepreneurs ferment boutique, faute de débouchés. Pourtant, un autre récit gagne du terrain à l'intérieur. Le gouvernement vante l'unité retrouvée, la mobilisation populaire, l'éveil d'un patriotisme ancien.
La communication officielle se fait tranchante. Chaque sanction, chaque expulsion, chaque arrestation est exhibée comme preuve d'autorité. La dissuasion devient la norme, comme lors de l'expulsion médiatisée de Damiba ou des sanctions exemplaires infligées à tout soupçon de trahison. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos patriotiques, de discours martiaux, destinés à galvaniser la jeunesse. Pour une grande partie de la jeunesse et de la population, cette fermeté fait loi. Peu importe les critiques venues d'Occident, ce qui compte, c'est la survie de la nation. La priorité est claire, la sécurité, fût-ce au prix de certaines libertés. Mais cette logique resserre l'étau. À force de gouverner dans l'urgence, l'État sacrifie la diversité des voix et la critique constructive. Les journalistes indépendants s'autocensurent, les opposants s'exilent ou se taisent. L'équilibre demeure fragile. Ce pari, s'il est perdu, pourrait mener à un isolement profond, à la répression, voire à une nouvelle instabilité. Chaque décision alimente le bras de fer entre cohésion nationale et pression internationale. Les précédents historiques sont nombreux. L'Éthiopie de Mengistu, l'Angola des années 80 ou encore la Birmanie après le coup d'État de 2021 ont tous montré que l'autoritarisme finit par se heurter à la contestation populaire. La question reste ouverte. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il pousser cette logique sans se brûler? La suite révèle si la rupture radicale est une renaissance ou le début d'un nouveau cycle d'incertitude. Pour le moment, la population oscille entre espoir et crainte, entre fierté retrouvée et peur du lendemain. Au Sahel, l'exil n'est plus un abri. Le pouvoir traque désormais jusque dans les marges. L'arrestation suivie de l'expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba ne clôt pas simplement un chapitre de coup d'État. Ce geste brutal, orchestré par le capitaine Ibrahim Traoré, signe une rupture nette dans la doctrine régionale. L'exil n'est plus synonyme d'oubli ni de sécurité pour les dirigeants déchus. Désormais, chaque ancien chef est vu comme un risque permanent. Couper tout espoir de retour ou de complot devient la priorité. Les frontières, autrefois refuges, se transforment en lignes de surveillance et parfois de traque. La solidarité régionale, dictée par la peur de la contagion, supplante l'arbitrage des puissances étrangères. Pour le Burkina Faso et ses voisins, l'enjeu est colossal. Verrouiller le pouvoir pour briser enfin le cercle vicieux des putschs, ou glisser vers un autoritarisme où toute contestation se confond avec la trahison. Le cas d'Amiba illustre la nouvelle vulnérabilité de la région. Jadis, un ex-président pouvait s'effacer dans l'ombre, relégué, mais en vie. Aujourd'hui, toute tentative d'influence, même lointaine, est perçue comme un acte de guerre contre l'État. Les règles du jeu ont changé. Les arrangements internes priment, rapides et sans appel. Ce basculement porte une promesse, mais aussi un danger. Réussir, c'est peut-être offrir une chance à la stabilité, repousser l'ingérence et redonner espoir à des populations lassées par les crises. Échouer, c'est risquer l'enlisement autoritaire, l'étouffement du débat, voire la prochaine implosion. Les mois et les années à venir seront décisifs. Au Sahel, chaque décision façonne l'avenir de millions d'âmes. Observer, questionner et rester lucide devient un devoir pour tous ceux qui espèrent justice, stabilité et souveraineté dans cette région toujours sur le fil. Mais au-delà du constat, quelles pourraient être les pistes pour sortir de cette impasse? Premièrement, renforcer les institutions judiciaires nationales et régionales pour garantir des procès équitables, même pour les exilés. Cela éviterait l'arbitraire et rassurerait la population sur la légitimité des décisions. Par exemple, la création d'une cour spéciale pour les affaires de haute trahison, dotée de juges indépendants, permettrait d'éviter la justice expéditive. Deuxièmement, encourager le dialogue politique inclusif, même avec les opposants en exil, afin de désamorcer les tensions et d'éviter la radicalisation. Les négociations secrètes qui ont permis autrefois la réintégration de certains rebelles en Sierra Leone ou au Mozambique pourraient inspirer une démarche de réconciliation. Troisièmement, investir dans l'éducation civique et l'information objective pour rétablir la confiance entre l'État et la population. Les médias indépendants et les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle de contrepoids, en évitant la propagation de rumeurs et de fausses nouvelles. Enfin,
Repenser la coopération régionale en incluant davantage les sociétés civiles et les acteurs non étatiques dans la gestion des crises. Cela permettrait d'éviter que la lutte contre la subversion ne se transforme en chasse aux sorcières généralisée. En définitive, le cas d'Amiba n'est pas un épilogue, mais le prélude d'une recomposition profonde du Sahel. Si la région parvient à conjuguer fermeté et justice, souveraineté et ouverture, alors peut-être, pour la première fois, l'exil cessera d'être une menace et deviendra une étape vers une paix durable. Reste à savoir si les dirigeants actuels oseront relever ce défi ou s'ils céderont, une fois de plus, à la tentation du contrôle absolu. Le suspense demeure, mais une chose est sûre, l'avenir du Sahel ne se jouera pas dans l'ombre de l'exil, mais à la lumière des choix collectifs à